Bonjour, aujourd'hui on commence la section 3. Alors ici on va commencer à faire de la cinématique, ce qui est l'étude du mouvement. Donc dans les sections 1 et 2, on a travaillé pour comprendre qu'est-ce qui cause les accélérations qui vont affecter le mouvement ou qu'est-ce qui se produit au niveau des forces lorsqu'il n'y a pas d'accélération. Maintenant on va regarder plutôt les effets de l'accélération ou d'un cas à vitesse constante sur le mouvement. On appelle ça la cinématique. On va commencer ici par regarder, s'intéresser à comment se comporte la position d'un objet en fonction du temps lorsqu'il se déplace en ligne droite, s'il va avoir une accélération. Donc, s'il a une accélération, on constate que la position évolue de façon parabolique par rapport au temps. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu dans vos laboratoires si vous avez fait apparaître le graphique de position en fonction du temps. Donc, ça, c'est vrai lorsqu'il y a une accélération qui n'est pas zéro. Ici, on voit par exemple un cas où est-ce qu'on part avec une position à l'origine. Puis, la façon qu'on comprend ça, là, quand on a ici on a une demi-parabole, c'est que la position au début change lentement, après ça, elle change de plus en plus rapidement. Ça, c'est dû à la vitesse qui augmente. OK, alors si on veut calculer par exemple la vitesse, on a plusieurs options. Par exemple, on pourrait calculer la vitesse moyenne sur un intervalle de temps. Ce que vous venez de voir apparaître, c'est une droite qui représente cette vitesse moyenne pour l'intervalle de temps de 0,2 secondes à 0,8 secondes. Alors, vous voyez qu'elle traverse ici la fonction à ces points-là qui délimite l'intervalle de temps. Ça trace une séquente de notre fonction. Donc, la pente de cette séquente-là correspond ici à la variation du paramètre qui est vertical. Dans notre cas, c'est delta x parce qu'on parle ici de la position sur l'axe vertical, divisé par la variation sur l'axe horizontal, parce qu'ici, notre axe horizontal, c'est le temps. Fait que delta x sur delta t, vous reconnaissez ici l'équation pour calculer une vitesse lorsque la vitesse est constante. Mais si la vitesse n'est pas constante, à ce moment-là, ce que ça va nous calculer, cette équation-là, c'est non pas la vitesse à un moment particulier, mais une moyenne sur la vitesse dans un intervalle de temps. Maintenant, si on veut la vitesse à un instant particulier, qu'on appelle la vitesse instantanée, là, il va plutôt falloir aller chercher un point d'un temps précis. Ici, on est allé s'intéresser au temps 0,5 secondes. On a fait passer une tangente à la fonction à ce moment-là. Donc, vous voyez ici par la droite qui est verte. Donc, si on va calculer la pente de cette tangente-là, on va obtenir la vitesse instantanée au moment 0,5 secondes. Remarquez que si vous faites le cours de mathématiques de calcul différentiel, ce calcul-là, si on travaille avec la fonction de la position en fonction du temps, il s'agit de faire la dérivée de notre fonction de position en fonction du temps, puis après ça, aller placer dans la fonction dérivée le paramètre de temps 0,5, puis là, on obtient la vitesse instantanée. C'est équivalent à ce qu'on vient de faire ici graphiquement. Maintenant, je veux vous faire remarquer quelque chose, c'est que, voyez-vous que les deux pentes ici sont vraiment identiques. Ce n'est pas un hasard. Lorsque on travaille sur un intervalle de temps, puis qu'on calcule la vitesse moyenne par la séquente, si on va au milieu de cet intervalle de temps-là, on va constater que la vitesse instantanée au temps milieu correspond à la même vitesse que la vitesse moyenne sur l'intervalle. Je résume, la vitesse instantanée au milieu d'un intervalle de temps, milieu, je parle ici de la mi-temps de l'intervalle de temps, bien, ça va être égal à la vitesse moyenne sur l'intervalle complet. C'est quelque chose qu'on va entre autres vérifier dans le laboratoire 6. Maintenant, si on regarde le graphique plutôt de la vitesse en fonction du temps lorsqu'une accélération est présente, une accélération ici de type qui va faire varier la grandeur de la vitesse, là, bien sûr. On ne parle pas ici d'une accélération centripète. Alors, la vitesse ici, j'ai un exemple où est-ce que sa valeur positive augmente avec le temps. Remarquez que le signe de la vitesse, ça indique la direction dans laquelle l'objet se déplace. Fait qu'ici, une vitesse positive, ce serait une vitesse, l'objet se déplacerait dans la direction de l'axe positif. Donc, c'est une droite ici. La vitesse, lorsqu'elle varie en fonction du temps sous l'effet d'une accélération, on obtient une droite. Donc, la vitesse change, mais de façon constante. Ça veut dire que l'accélération est constante. Si on veut calculer cette accélération-là, on l'a vu encore en laboratoire, on peut aller chercher la pente du graphique de la vitesse en fonction du temps. Ici, la pente, si on veut calculer, disons, en utilisant une paire de points dans notre graphique,
On peut faire ici simplement la variation sur l'axe vertical divisé par la variation sur l'axe horizontal. Mais attention, ici, ce n'est pas un Y et un X, c'est vraiment la variation sur la vitesse, car c'est celle-là qui est le paramètre à la verticale, divisé par la variation sur le temps, qui est le paramètre à l'horizontale. Le symbole, là, le delta, qui est un petit triangle ici, c'est la lettre D majuscule Y. Là, ça veut toujours dire une variation du paramètre. Fait que variation de V, c'est simplement, ça veut dire la valeur finale de V moins la valeur initiale de V sur l'intervalle. Puis pour le même intervalle, on va aller faire le temps final moins le temps initial pour obtenir la variation sur le temps ou l'intervalle de temps. Une autre chose qu'on peut aller chercher comme information sur un graphique de la vitesse en fonction du temps, ici je vous arrive probablement avec quelque chose que vous n'avez jamais utilisé, c'est que on peut aller chercher le déplacement. Donc, déplacement, ça correspond à la variation de la position, delta x. Ça se calcule en faisant l'aire sous la droite de notre fonction de vitesse en fonction du temps. Ça vient des informations que vous allez apprendre dans le cours d'intégrale, le deuxième cours de mathématiques du cheminement en sciences de la nature. Mais on n'a pas besoin de faire de calcul intégral lorsque notre fonction est une droite, parce que à ce moment-là, le calcul d'aire est simple. Donc, on voit ici, par exemple, si on veut aller rejoindre notre axe du temps, la section qui est orange, mais ce serait un trapèze. On pourrait aussi décomposer notre trapèze en deux morceaux, l'aire du triangle plus l'aire du rectangle qui est en dessous. Donc, c'est au choix. On parle d'un calcul d'aire ici, mais qui ne va pas donner une surface. Okay? C'est un truc qui vient des mathématiques. C'est que, par exemple, si on calcule une aire, on va toujours faire une hauteur fois un paramètre à l'horizontale. Donc, ici, ça va revenir à faire des mètres par seconde. Ils vont être multipliés par des unités de temps. Puis, ça, si on fait mètres par seconde fois du temps, ça donne des mètres, ça annule les secondes. Donc, ce n'est pas un calcul d'aire qui va donner des mètres carrés du tout. Là. Ça ne représente pas une surface physiquement, ça représente le déplacement en mètres. C'est simplement une espèce d'astuce qu'on apprend pour aller chercher des informations à partir de nos graphiques. Remarquez que si je reviens au graphique précédent, celui de la position en fonction du temps, là, sur ce graphique-là, si on voulait trouver le déplacement, on ferait simplement aller lire la position finale, elle est quoi? Puis on va soustraire à celle-là la position initiale, quelle est sa valeur. Okay? Donc, juste x final moins x initial. Mais avec un graphique de vitesse en fonction du temps, on ne peut pas aller faire ça. On passe par le calcul de l'aire. Remarquez aussi que l'expression dit l'aire sous la droite. J'ai mis le sous en guillemets parce que si notre fonction est dans les négatifs, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'aire par-dessus. On doit aller chercher l'aire sur notre intervalle de temps, comme par exemple, si on va de 0,2 à, c'est un peu croche là, mais approximativement de 0,2 à 0,8 secondes. Mais là, on veut aller rejoindre l'axe du temps. Donc, si notre fonction est en dessous, l'aire va se trouver par-dessus en rejoignant jusqu'à l'axe du temps qui est au-dessus d'elle. On va faire des exercices tantôt, des exemples pour vous montrer comment travailler avec ça. À partir de ce qu'on vient de voir, on peut élaborer 4 équations qu'on va servir toujours pour les mouvements rectilignes uniformément accélérés. Je n'avais pas expliqué l'abréviation tantôt, mais vous l'avez probablement déjà vu au secondaire. Donc, MRUA, ça vaut pour mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, uniformément accéléré, ça veut dire que pendant qu'on l'observe, l'accélération ne varie pas. Donc, on a vu que le graphique de la vitesse en fonction du temps, ce serait une droite. Bien, à partir de ce graphique-là, on peut définir que de façon générale, on peut calculer l'accélération à partir de la pente. La façon d'écrire cette équation-là, il y en a différentes. On l'a vu tantôt comme A, l'accélération serait simplement la variation de la vitesse par rapport au temps. Ici, j'ai mis X, mais bien sûr, on pourrait parler d'un axe Y. C'est rectiligne, mais ça peut être selon l'axe qui nous intéresse. J'ai mis X juste par défaut. Remarquez que l'équation ici à droite, si on décortique dans cette équation-là que le numérateur c'est V final moins V initial et qu'on isole le V final, on obtient l'équation qui est écrite plus à gauche. Donc, il s'agit de la même équation. Vous l'avez peut-être déjà plus tôt utilisé de cette façon-là, vitesse finale égale la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Remarquez qu'ici, les signes vont être importants. C'est pour ça que j'ai mis les symboles de composantes, là, vitesse finale en X, vitesse initiale en X, accélération en X.
Si les paramètres pointent vers les x négatifs, ça va être important d'en tenir compte avec le signe dans nos calculs. Une autre équation qu'on peut aller dériver de ce graphique-là, c'est, on l'a dit tantôt, l'aire du trapèze correspond au déplacement. Si on traduit ça ici par rapport à notre graphique, ça va donner la formule qui vient d'apparaître. Alors, on a delta x, le déplacement, va être égal à, ça c'est la formule de l'aire d'un trapèze. Une demi fois, entre parenthèses, la petite base plus la grande base, multiplié en fermant la parenthèse par la hauteur. Ici, notre trapèze est couché, là, donc la hauteur, c'est le delta t sur l'axe qui est horizontal. La petite base, c'est la vitesse initiale et la grande base, c'est la vitesse finale. Donc, vous voyez, c'est l'aire du trapèze. Ensuite, on peut faire un peu d'algèbre en combinant les équations de l'accélération et de celles du déplacement, puis remodifier la position des paramètres pour aller obtenir l'équation que je viens de faire apparaître, qui est l'équation de la parabole de la position par rapport au temps. Donc ça, c'est finalement la fonction qu'on voyait sur le premier graphique que je vous ai présenté tantôt. C'est une autre équation qui va souvent nous être utile. Remarquez que jusqu'à maintenant, là, on a une variété de paramètres qui est différente dans chacune de ces équations-là. Par exemple, la dernière qui vient d'apparaître ne comporte pas la vitesse finale. Fait que ça va être avantageux d'utiliser celle-là si la vitesse finale ne nous est pas fournie, puis qu'on ne la cherche pas non plus. Si on se concentre sur l'équation qui est dans le milieu, elle n'a pas l'accélération dedans. Ça ne veut pas dire que ça n'accélère pas, OK? Parce qu'on peut tenir compte de l'accélération en ayant une vitesse initiale et finale différente. Donc, si on ne veut pas travailler avec l'accélération parce qu'elle n'est pas connue, puis on ne la cherche pas, on va plutôt prendre cette équation-là. Donc, vous voyez, à partir de ça, on a déjà une bonne variété de possibilités au niveau des analyses, mais on va ajouter une quatrième équation pour vraiment compléter notre série d'équations. OK? Il s'agit de la dernière qui vient d'apparaître avec les vitesses au carré dedans. L'avantage de celle-là, c'est si on ne veut pas travailler avec le paramètre de l'intervalle de temps. Si notre intervalle de temps est inconnu, on a les autres informations, mais pas celle-là. À ce moment-là, on peut travailler avec l'équation 3i qui vient d'apparaître, si on ne cherche pas le temps, bien sûr. Avant de faire quelques exemples avec vous, donc, je veux préciser quelques éléments. On a parlé de déplacement tantôt. J'ai mentionné que le déplacement delta x correspond à la position finale moins la position initiale. Mais il existe aussi une autre façon d'aller calculer un déplacement, c'est, par exemple, si on nous fournit quelques petits déplacements successifs, alors à ce moment-là, si on tient compte des signes de chacun de ces déplacements-là, on peut les additionner pour aller trouver le déplacement résultant ou total. OK? Autre chose aussi, c'est qu'au niveau des formules de vitesse moyenne, on a vu la vitesse moyenne correspond à delta x sur delta t lorsqu'il y a accélération. Mais il y a une autre chose qu'on va définir qui s'appelle la vitesse scalaire moyenne, ou VSM là, pour être plus précis. Remarquez que vitesse moyenne, souvent, on va juste écrire V. Mais quand on va utiliser la vitesse scalaire moyenne, ça, on va le préciser, le VSM. Pour comprendre la distinction entre les deux, il faut savoir c'est quoi la différence entre la notion de distance versus la notion de déplacement. Si on se déplace d'un point A à un point B, okay, donc dans une trajectoire qui n'est pas une ligne droite, le déplacement, ça va être vraiment une ligne droite du point A au point B, un vecteur, comme on l'a déjà vu, là, qui ne tient pas compte de tous les petits détours qu'on a fait. La distance, par contre, elle, c'est... On va additionner tous les centimètres, les mètres là, qui ont été parcourus en tenant compte de la trajectoire. Donc, on suit les détours. Ça, c'est un paramètre, là, la distance qu'on va utiliser, le symbole D. Donc, la distance, c'est un scalaire. C'est toujours une valeur, en fait, qui est positive. On va accumuler, additionner les kilomètres ou les mètres, ou toutes les unités qui correspondent au chemin parcouru. Donc, la vitesse scalaire moyenne, c'est simplement la distance divisé par l'intervalle de temps sur lequel on examine notre mouvement, tandis que la vitesse moyenne, elle, c'est vraiment le déplacement vectoriel ou en composante, là, si on travaille sur juste un axe, divisé par le temps. Une petite parenthèse avant de commencer avec des exemples. Quand que vous allez avoir devant vous une situation, il faut vraiment que vous soyez capable d'identifier s'il y a une accélération ou pas, parce que si l'accélération est nulle, on va plutôt aller prendre une équation pour un mouvement rectiligne uniforme, celle que vous voyez à gauche ici. Pour un mouvement sans accélération, c'est la seule équation utilisable. Mais attention, cette équation-là, vous ne pouvez pas l'utiliser
dans une situation où il y a accélération non nulle. Si jamais vous avez une accélération non nulle et que vous utilisez la formule qui est ici à gauche, ça va vous donner la vitesse moyenne. Ça ne vous donnera pas la vitesse à un temps précis dans l'intervalle. Et c'est rare qu'on demande ça. Si on veut cette valeur-là, on va vraiment spécifier calculer la vitesse moyenne. On y va avec un premier exemple avec une approche par les graphiques. Donc, on a devant nous un graphique de la position en fonction du temps. Puis, on demande d'abord quel est le déplacement. Le déplacement, ça va être un vecteur qui va débuter au point de départ de l'objet, puis va se rendre directement au point à la fin. Donc, si on a un objet, si on lit le graphique, là, qui passe de la position 0 à 10 mètres, et puis après ça, il revient, il redescend à 0 et il redescend à moins 10 mètres. Donc, c'est un peu le mouvement ici d'aller-retour que j'ai illustré en X. Le déplacement, ça va partir du point initial au point final. Ça ne tient pas compte du détour là, que la personne va avoir fait ou l'objet. J'ai utilisé ici le symbole delta R, c'est un symbole général pour le déplacement, mais quand on est sur un axe des X, on aurait bien pu dire aussi delta X, mais comme c'est un vecteur que j'ai représenté, j'ai mis la flèche aussi. Bon, on revient au déplacement, comment on le calcule. Première façon, c'est par la définition du déplacement qui correspond en fait à la variation de la position par rapport au temps. Donc, on va chercher notre position finale de moins 10, on soustrait la position initiale de 0 et on a notre déplacement, moins 10 mètres. Une autre façon, par contre, différente d'aller chercher le déplacement, c'est par l'addition de plusieurs petits déplacements. Ça marche ça si on tient compte aussi. Ça veut dire ce qui pointe vers la droite, on met un plus, ce qui pointe vers la gauche, on met un moins. Donc ici, on pourrait dire que la personne a fait un premier déplacement de plus 10 mètres et ensuite un déplacement de moins 20 mètres. On additionne les deux, puis on obtient quand même le déplacement total est moins 10 mètres. En B, on demande la distance parcourue. Ça, la distance parcourue, c'est comme, par exemple, si vous regardez le kilométrage dans votre auto, peu importe la direction dans laquelle vous allez, ça se cumule toujours. Donc, c'est jamais négatif. Ici, on va procéder un peu comme avec la deuxième méthode qu'on a vue pour le déplacement, mais on va prendre tout en valeur absolue. On va additionner chaque mètre. Donc, on va dire ici, par exemple, qu'on a une succession de 3 distances qui serait ici la première de 10 mètres, ensuite un autre 10 mètres pour revenir à 0, puis un autre 10 mètres pour aller à moins 10 mètres. Donc, total, c'est 30 mètres. La distance parcourue ne sera jamais négative. On demande ensuite quelle est l'accélération pour la même situation. L'accélération, c'est le rythme auquel la vitesse change. Techniquement, ici, on a une succession de 2 mouvements rectilignes uniformes. Si on nous demande l'accélération à un temps précis, on va regarder l'intervalle, qu'est-ce qui se passe là, autour de ce temps-là. Donc ici, on peut comme le déduire que c'est une accélération qui est nulle. C'est un mouvement MRU. En fait, c'est une succession de 2 mouvements rectilignes uniformes différents, un après, avec une certaine vitesse jusqu'à 5 secondes, puis un autre avec une vitesse de moins 2 mètres par seconde, entre 5 et 15 secondes. On continue avec le même graphique, mais pas tout à fait, parce que regardez bien l'axe des Y, on a changé ici, c'est la vitesse en fonction du temps. Fait qu'on va vraiment poser un œil différent là, sur ce graphique-là. Si on demande les mêmes questions, quel est le déplacement dans ces conditions-là? Alors là, on ne peut pas lire de position initiale et finale sur ce graphique-là, mais on peut aller chercher des déplacements par un truc qui vient du calcul intégral. On ne fera pas d'intégrale dans le cours, mais on est capable de calculer l'aire d'un triangle et l'aire d'un rectangle. C'est rien que ça le prérequis. Ici, par exemple, on pourrait dire que si on calcule l'aire entre la fonction et l'axe du temps, on va pouvoir trouver notre déplacement. On dit que ça s'appelle faire le calcul de l'aire sous la droite ou sous la courbe, mais ici, j'aime pas le mot sous parce que, regardez, quand la fonction devient dans les négatifs, il faut aller calculer l'aire par-dessus. Dans le fond, on rejoint l'axe du temps. Regardez les unités dans le calcul qu'on va faire. Là, on va faire, par exemple, pour le premier triangle, 10 mètres par seconde, multiplié par 5 secondes, divisé par 2. Donc, la hauteur fait la base sur 2. Mais on va multiplier des mètres par seconde par des secondes. Qu'est-ce qui reste? Il reste des mètres. C'est pour ça qu'on dit qu'on obtient le déplacement à ce moment-là. Ce n'est pas une aire qui donne une surface, ce n'est pas des mètres carrés. Okay? Fait que, ici, on fait la succession des 3. Mais quand on est rendu ici avec la fonction négative, c'est comme si la hauteur du triangle, c'est moins 10. Donc, ça nous donne ici une aire qu'on va considérer négative, donc un déplacement négatif. Fait que, ici, si on fait l'addition de nos déplacements, on va avoir d'abord plus 25, ensuite plus 25, mais moins 25. Donc, total de 25 mètres positifs. Si on regarde là, comme qu'est-ce qui s'est passé avec l'objet, là, un peu sa trajectoire, il va avoir fait les 25 mètres positifs 2 fois, puis après ça, il revient de 25 mètres. Donc, le déplacement ici, plus 25
mètres a du sens. Maintenant, pour la distance parcourue, on va encore utiliser les aires, mais en valeur absolue. Les aires vont être additionnées. Donc, il n'y aura pas de négatif dans ce cas-ci. Alors, on aurait simplement le calcul de 3 fois l'aire du triangle de 25 mètres. Donc, on obtient une distance parcourue de 75 mètres. Encore, si on regarde la trajectoire de l'objet, il a augmenté sa position de 25, ensuite encore de 25. Donc, on accumule pour la distance, on est rendu à 50. Puis, il revient de 25, donc on accumule encore, on ajoute un autre 25. Et la distance parcourue est 75 mètres. Dans la question ici, l'accélération au temps 10 secondes. Donc là, comme on a affaire à un graphique de vitesse en fonction du temps, c'est la pente qui représente l'accélération dans un graphique comme ça. On peut aussi dire qu'on pourrait utiliser l'équation, la première dans les équations du MREA, qui, dans le fond, quand on isole l'accélération dedans, ça nous donne accélération égale variation de la vitesse sur variation du temps. C'est ici le calcul de la pente. Donc là, ça va être important d'aller choisir 2 points dans la section où est-ce qu'il y a le temps dont on veut obtenir l'accélération à ce moment-là. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser le 10 secondes si on nous demande l'accélération à 10 secondes. On peut, mais il faut utiliser 2 points. Moi, j'ai été chercher, tant qu'on reste dans la même droite, là, que c'est la même accélération, j'ai pris le point ici du début de la droite et de la fin de la droite. Donc, on va aller chercher la valeur de vitesse finale en x, c'est moins 10, moins la vitesse initiale en x de 10. Puis pour cet intervalle-là, j'ai un delta t ici, temps final de 15 moins temps initial de 5. Donc, un temps delta t, c'est-à-dire de 10 secondes. L'accélération ici donne moins 2 mètres par seconde carré. C'est négatif, on s'y attendait parce que la pente est négative, elle va vers le bas. Ensuite, on va aller faire un exemple. Dans le fond, si on appelle ça la chute libre, c'est un objet qui va être soumis à la gravité. On va avoir des graphiques du mouvement à tracer nous-mêmes. Donc, on va vouloir tracer graphique de la position en fonction du temps, vitesse en fonction du temps et accélération en fonction du temps pour les composantes Y. Quand on travaille en cinématique, on prend les axes conventionnels. On va travailler avec un axe Y vers le haut, puis un axe des X vers la droite. Les graphiques vont commencer quand le mouvement de chute libre commence. Le Huguette va envoyer la balle dans les airs à partir d'une hauteur de 1,35 m. Ça, on commence à regarder le mouvement quand la balle quitte la main d'Huguette. Donc, elle est tout de suite soumise à la gravité, mais la force que Huguette faisait avec sa main ne s'exerce plus sur la balle à ce moment-là. Puis, le mouvement va se terminer quand la balle va arriver juste au sol. Donc, c'est pas une vitesse de 0 à la fin, c'est vraiment quand on parle du mouvement ici, elle a une vitesse à laquelle elle va faire un impact avec le sol qui peut être assez élevé. Donc, si on regarde la situation, la balle va passer de la position 1,35 m à 70 cm plus haut, puis après ça, elle va descendre au sol. Je vais commencer par le graphique de l'accélération par rapport au temps parce que c'est vraiment plus facile. Ici, on a affaire à un mouvement où est-ce que l'intervalle qu'on regarde, c'est sous une accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré. Après ça, la vitesse en fonction du temps. Bien, il faut comprendre que la vitesse initiale n'est pas de 0 parce que sinon, la balle tomberait tout de suite. La balle va d'abord monter avant de redescendre, donc ça veut dire on doit déduire que Huguette a donné une vitesse de composante positive à la balle au début. La droite va ressembler à ceci. Si on commence avec une vitesse ici positive au début, les vitesses positives, c'est que l'objet se dirige dans le sens de l'axe positif, donc vers le haut, puis quand ça arrive au sommet, ça passe par la valeur vitesse égale 0. Ensuite, les vitesses deviennent de composantes négatives quand ça redescend, puis de plus en plus grandes. Pour la position en fonction du temps, là, on va avoir une fonction parabolique qui commence à la valeur qui n'est pas au sol, 1,35 m. Ça va monter un petit peu, puis ça va redescendre. Ça, c'est pas des droites, c'est vraiment une courbe parce que ici, on a un mouvement accéléré avec d'abord une décélération. Donc ici, la décélération, on la voit à travers la pente du graphique de la position. La pente ici, c'est la vitesse. Donc au début, on a une grande pente élevée, grande vitesse. Ensuite, la pente diminue, la vitesse ici diminue. La pente est de 0 au sommet, donc vitesse de 0. Puis ensuite, on a des pentes négatives de plus en plus élevées, ce qui est reflété ici par la valeur négative de plus en plus élevée de la composante de vitesse. OK, on demande ensuite le déplacement fait par la balle. J'ai illustré ici un peu qu'est-ce que fait la balle. Elle va monter de 0,7 m, elle va redescendre vis-à-vis la même position, puis après ça, elle va s'en aller au sol qui est 1,35 m en bas.
Le déplacement, encore une fois, on va le calculer de deux façons différentes. Les deux, c'est bon. Si on y va avec la définition, qui est la position finale moins la position initiale, on va dire que la position, par défaut, le sol, c'est 0. Donc, ça termine à 0 et on soustrait la position initiale de 1,35 m. On a notre déplacement de moins 1,35 m. On peut aussi aller par la somme des petits déplacements qui sont illustrés ici. Donc, le premier qui pointe vers le haut, plus 0,7 m, ensuite moins 0,7 m et moins 1,35 m. On arrive à la même conclusion. Le déplacement ici est de moins 1,35 m. Mon chien ronfle à côté de moi, j'espère que vous ne l'entendez pas. OK. Après ça, on va aller regarder avec quelle vitesse Huguette a lancé sa balle. Donc, on va commencer ici par regarder quel intervalle qui va nous intéresser. Est-ce qu'on regarde l'intervalle de tout le mouvement de la balle, c'est-à-dire elle monte puis elle redescend jusqu'au sol, ou on regarde juste, par exemple, la montée. Donc, vous voyez qu'est-ce qui est écrit ici. On va regarder juste l'ascension de la balle parce qu'on connaît quelque chose de supplémentaire dans l'ascension, c'est qu'on connaît la vitesse finale. Par contre, si on va jusqu'au sol, ça, on ne connaît pas la vitesse finale. Pourquoi je dis qu'on connaît la vitesse finale quand ça monte? C'est que ça va ralentir jusqu'à une vitesse de 0 au sommet. Donc, ça va être pendant un déplacement de plus 0,7 m, puis sous l'effet de l'accélération gravitationnelle. Si je cherche ici à déterminer quelle est la vitesse initiale, sa composante, je vais y aller, si je prends le chemin le plus direct, par une équation qui n'utilise pas le delta t, parce que je n'ai pas l'intervalle de temps et je ne le cherche pas. Donc, on y va avec ça, puis en insérant nos valeurs, on va prendre la racine carrée pour trouver la vitesse initiale, sa composante. Quand on prend la racine carrée, la calculatrice ne vous le dit pas, mais on a toujours deux solutions possibles, la valeur positive ou négative de ce qui est affiché. Ici, on doit réfléchir toujours, parce qu'on travaille en composante, est-ce que la bonne réponse, c'est la valeur positive ou négative? Là, présentement, Huguette a lancé la balle vers le haut, donc c'est la composante positive qui est la bonne. Puis la vitesse donc serait de 3,70 m par seconde vers le haut. Initialement, c'est ce qu'on mettait dans notre graphique comme le point initial là, qui était positif pour la vitesse en fonction du temps. Après ça, on va nous demander quelle est la vitesse finale au moment où la balle arrive au sol. Donc là, on a deux options parce qu'on pourrait dire qu'on va prendre juste la descente à partir du point le plus haut jusqu'au sol, ou on peut travailler sur le mouvement complet parce que tout le mouvement se fait sous la même accélération. Donc, c'est un mouvement uniformément accéléré. On n'a pas besoin de séparer la montée puis la descente dans nos calculs. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Si on prend la descente seulement, on va partir du sommet. Donc, on va avoir un déplacement qui va être une succession de deux déplacements négatifs vers le bas, moins 0,7, moins 1,35, donc au total, moins 1, moins 2,05 m. Encore, on a l'accélération gravitationnelle de moins 9,8, puis on part avec une vitesse de 0 au sommet. Donc, on cherche la vitesse finale. Encore, on n'a pas d'intérêt à travailler avec le temps. Donc, on va prendre la même équation. Quand je mets mes valeurs dans l'équation ici, je trouve que la composante de vitesse finale quand ça arrive au sol, ben là, j'ai le choix du plus ou moins 6,33. Donc là, ça se dirige vers le bas. Je vais choisir le moins 6,33. Je vous montre ensuite une autre option. On pourrait dire, on va prendre tout le mouvement. À ce moment-là, on a trouvé en B le déplacement là, pour le mouvement complet, c'était moins 1,35 m. Si on prend ce déplacement-là, il faut jumeler ça avec la vitesse initiale du mouvement complet. Donc, c'est le 3,70 m par seconde. Et on a l'accélération toujours la même. On va prendre la même équation parce que, encore une fois, on ne cherche pas le temps. En substituant nos valeurs dedans, on va trouver exactement la même réponse qu'on a eue précédemment par l'autre méthode. Ce n'est pas une autre méthode, mais c'est-à-dire l'autre intervalle. Donc, encore une fois, la composante de moins 6,33 m par seconde vers le bas. On poursuit avec un dernier exemple, avec une fusée expérimentale qui va, sous l'action d'un moteur ou d'un combustible, avancer, décoller jusqu'à une hauteur de 150 mètres avec une accélération de 5 mètres par seconde carré. Puis ensuite, elle va subir les effets de la gravité. Donc, tout se passe à la verticale ici, puis on néglige le frottement de l'air. Donc, on commence par tracer en A les graphiques du mouvement. On va commencer par le plus facile. Donc, on sait qu'au départ, l'accélération de la fusée est de 5 mètres par seconde carré, mais il faut réfléchir si on va mettre cette valeur-là constante dans des valeurs positives, à plus 5 ou à moins 5. C'est assez quand même facile à déduire ici parce qu'on part d'une vitesse de 0, c'est un décollage.
Donc, ça va être une accélération qui va permettre à la fusée de commencer à aller de plus en plus vite vers le haut. Donc, c'est une valeur positive au départ. Alors, on a ici un plateau. Le premier pointillé, c'est le moment où le moteur ou la source de combustible va s'épuiser. Donc, on est à 150 mètres ici là, de hauteur. À ce moment-là, on va ensuite poursuivre avec une accélération négative, composante négative de moins 9,8 mètres par seconde carré. Pour le graphique de la composante de vitesse verticale en fonction du temps, on sait qu'on va avoir deux droites ici parce qu'on a une situation où est-ce qu'on a un premier MRUA jusqu'à 150 mètres de position, puis après ça, on a un deuxième MRUA avec une accélération différente. L'accélération, ça représente la pente de la vitesse. Donc, quand l'accélération est positive, on va avoir ici une portion de droite qui va être avec une pente positive. La première portion qu'on voit avec la pente moins 9,8, c'est quand que c'est encore en train de monter parce que les vitesses ici ont une composante toujours positive, mais qui diminue. Alors, on atteint le sommet ici quand on passe par la composante de vitesse de 0. Puis après ça, on commence à avoir des vitesses de composante négative. Ça, c'est quand l'orientation de la vitesse devient vers le bas et de plus en plus grande. On va aller tracer le graphique de la position en fonction du temps. Donc, comme encore une fois, il s'agit de mouvement MRUA, on s'attend à tracer des paraboles. D'abord, jusqu'à 150 mètres, on va avoir une première section de parabole. On sait que ça va partir du sol, qui est notre position 0, puis on sait que ça va aller de plus en plus rapidement. Donc, ici, la pente va comme augmenter, puisque la vitesse, c'est la pente de la position. Ici, on va avoir une courbe ici ascendante, là, comme une parabole qui est courbée vers le haut. Après ça, ça va être suivi d'une inversion de la courbure, puisqu'on est rendu avec une pente négative. Bon, ça, c'est au niveau mathématique, là, mais si on pense à partir de 150 mètres, maintenant, la position va évoluer et augmenter encore, mais de moins en moins rapidement. On atteint le sommet et la position rediminue de plus en plus rapidement. En B, ensuite, on demande ça va être quoi la hauteur maximale qui va être atteinte par la fusée. On va avoir d'abord deux calculs à faire séparément parce qu'on a deux accélérations ici différentes à couvrir. Mais si on passe de 0 à 150 mètres, on a une accélération qui est uniforme, donc on peut utiliser les équations du MRUA pour cette section-là, puis après ça, utiliser encore nos équations du MRUA pour un autre intervalle avec l'autre accélération. Au départ, ce qu'on connaît sur le premier intervalle, c'est qu'on va avoir une augmentation de la position de 150 mètres. Donc, ça représente un déplacement positif, plus 150. Après ça, on a la composante d'accélération, Y, c'est sous l'effet des moteurs là, de la fusée, c'est plus 5 mètres par seconde carré. Ce qu'on sait également, c'est que ça part du sol. Donc, c'est pas dit, mais c'est comme, il faut figurer ici l'évidence, là, ça part de la vitesse de 0. Donc, vitesse initiale de 0. On a déjà la hauteur ici qu'on va couvrir sur le 150 mètres, mais on va avoir besoin d'une information pour aller connecter ce mouvement-là au prochain mouvement. Ça va être par la vitesse qu'on va atteindre à la position 150 mètres ici. Ça va être notre vitesse finale, mais ce sera notre vitesse initiale de la suite. Donc, si on veut aller chercher quelle équation du MRUA serait la meilleure pour arriver directement à trouver notre vitesse finale de notre intervalle, on peut remarquer ici qu'on ne travaille pas vraiment avec la durée de l'intervalle. Il y a toujours une seule équation qui va avoir l'absence d'une variable dedans, là. Donc, ici, pour l'équation qui n'a pas le temps dedans, pour l'instant, ce n'est pas ça que je cherche, donc j'ai pris celle-ci. Ça va être avec les vitesses au carré. Donc, je mets mes valeurs dans ça, puis j'obtiens que la composante de vitesse en Y, quand on est rendu à 150 mètres, c'est 38,7 mètres par seconde. Remarquez ici que quand on calcule la valeur, on fait la racine carrée. Techniquement, j'aurais eu à choisir entre la valeur plus ou moins 38,7, mais on sait que ça monte, donc j'ai retenu la solution positive. Je vais quand même, pendant qu'on est en train de travailler sur ce mouvement-là, je vais aller chercher aussi la durée parce que, à la question suivante, on va nous demander la durée du mouvement. Fait que ça va être déjà une information qu'on va avoir. Mais ce n'est pas utile pour la question B. Si je vais chercher la durée du mouvement, maintenant, je peux aller prendre n'importe quelle autre équation du MRUA qui a l'intervalle de temps dedans. J'ai choisi la première. Donc, on obtient ici que ça va prendre 7,74 secondes pour atteindre la position de 150 mètres. Alors maintenant, on est prêt à aller chercher la
partie suivante, là, le déplacement dans la partie suivante pour voir jusqu'où la fusée est montée. On va commencer par faire l'inventaire de qu'est-ce qu'on a. Alors, de 150 mètres jusqu'au point le plus élevé, on connaît l'accélération. Maintenant, c'est moins 9,8 mètres par seconde carré qui va s'appliquer. On connaît aussi, maintenant, on vient de calculer notre vitesse initiale de cette portion-là, 38,7. Puis, on sait aussi, ça, c'est pas dit, mais le sommet, la vitesse va passer par une valeur de 0. Donc, avec ça, on va être capable d'analyser jusqu'où ça va monter en allant chercher le déplacement. Encore une fois, on ne travaille pas avec la variable du temps, donc on va reprendre l'équation avec les vitesses au carré, qui est la seule qui ne comporte pas cette variable-là. Alors, on va calculer avec nos valeurs, puis on obtient que le déplacement supplémentaire fait par la fusée, c'est 76,4 mètres. Maintenant, on va devoir additionner nos deux déplacements pour trouver l'équivalent de la hauteur maximale. Alors, on a le 150 mètres qui se fait d'abord, suivi du 76,4. Alors, on a un total de 226,4 mètres par rapport au sol. C'est la hauteur maximale que la fusée va atteindre. Pour la prochaine question, on s'intéresse à trouver la durée, le temps de vol. On a déjà trouvé le temps pour la première partie où la fusée est soumise à l'accélération de 5 mètres par seconde carré. On va devoir maintenant aller chercher la suite. Je vais appeler ça la durée du décollage, le temps qu'on a déjà. On s'intéresse maintenant à aller chercher la durée que ça prend pour passer de 150 mètres à la position 0, quand ça va arriver au sol. Vous remarquez que je ne coupe pas le mouvement en deux. On peut faire les calculs d'un seul coup. On n'a pas besoin de séparer quand ça monte et quand ça redescend parce que pour cette portion-là, l'accélération est uniforme. Ça reste moins 9,8 tout le temps. Alors, en mettant notre déplacement de 150 mètres jusqu'au sol, avec l'accélération combinée à ça, le calcul va tenir compte du fait que ça a monté et redescendu. Alors, notre déplacement, je fais la position finale moins initiale. Alors, ça va être 0 moins 150, donc un déplacement négatif de 150 mètres. On a notre vitesse initiale, on a notre accélération. J'ai dit ici en jaune, notez que la vitesse, quand ça arrive au sol, n'est pas de 0. En fait, quand on parle de la vitesse d'arrivée au sol, c'est la vitesse d'impact de l'objet sur le sol, qu'avant la collision, qui serait un tout autre phénomène. Donc, en ce moment, c'est une valeur qu'on ne connaît pas la vitesse finale. C'est pourquoi je suis allée chercher la seule équation qui n'a pas la vitesse finale dedans. C'est celle avec l'équation pour la parabole de la position. J'ai inséré mes valeurs dedans. On va avoir ici à résoudre, trouver les racines d'une équation quadratique. Pour faire ça, si vous avez un petit mode sur votre calculatrice pour rentrer les trois coefficients A, B, C, puis trouver les racines de la parabole, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser tant que ce n'est pas une calculatrice avec un gros écran, une calculatrice graphique. Mais si vous ne l'avez pas, on va devoir le trouver à partir des... En fait, on va mettre la forme générale là, en premier. Donc, quand je parle de A, B, C, c'est les termes A, c'est devant la variable au carré, B devant la variable à la 1 et C, c'est la constante, quand on met tous les chiffres du même côté. Avec ça, on va pouvoir aller trouver les racines de la parabole en insérant les valeurs dans notre équation. Là, cette équation-là, comme elle est vue au secondaire, elle n'est pas dans l'aide-mémoire que vous allez avoir dans les examens. Celle-là, vous devez la connaître par cœur. Contrairement aux 4 équations du MREA, ça va être dans votre aide-mémoire. Quand on fait le calcul, on obtient deux possibilités de réponse, moins 2,85 ou 10,7. Et quand on contextualise ici, on cherche une durée, un intervalle de temps, c'est sûr qu'on rejette le moins 2,85 secondes. Donc, on a maintenant la durée du mouvement pendant que la fusée va continuer à monter et descendre ensuite. Puis on obtient 18,4 secondes comme temps de vol complet. On cherche ensuite la vitesse quand la fusée arrive au sol. Remarquez que, je l'ai déjà dit, la vitesse ici, ce n'est pas une simple réponse de vitesse finale égale 0. On veut la vitesse à laquelle elle va impacter le sol. Je vais montrer deux façons pour le faire parce que là, on a les informations qui sont suffisantes pour procéder sur... Bien, c'est sûr qu'on va travailler avec l'accélération de moins 9,8, mais on pourrait commencer quand ça part du sommet jusqu'au sol ou encore partir de l'endroit où les moteurs s'arrêtent et ensuite, on va aller jusqu'au sol. Donc, première option, on a l'accélération de moins 9,8, on a la vitesse au sommet qui est 0.
Remarquez qu'on ne peut pas utiliser le temps de 10,7 secondes qu'on vient de trouver parce que ça, c'était le temps pour que ça monte et ça redescende. Là, à gauche, ici, on travaille juste avec la descente. Ce qu'on peut prendre, par contre, c'est le déplacement parce que ça va partir du point le plus élevé au sol. Donc, c'est un déplacement de moins 226,4 mètres. On ne travaille encore pas avec le temps. On ne le connaît pas, mais on ne le cherche pas non plus. Donc, on va aller travailler avec l'équation des vitesses carrées pour obtenir que la vitesse finale aurait une composante y de plus ou moins 66,6 mètres par seconde. Là, on regarde le contexte. La fusée est en train d'arriver et se diriger vers le sol. Donc, elle descend. C'est sûr qu'on va retenir à ce moment-là la composante négative. La question demande la vitesse. À ce moment-là, il faut donner le vecteur au complet et non pas la composante. Donc, si on y va avec le vecteur complet, le module va être positif, toujours positif, 66,6 mètres par seconde, mais on va spécifier la direction, on peut dire vers le bas ou à 270 degrés. Pour l'autre façon de faire, on aurait pu partir du moment où on est à la hauteur de 150 mètres, puis les moteurs arrêtent, donc on a une vitesse initiale pour cet intervalle-là de 38,7 mètres par seconde. On va avoir aussi un déplacement qui est de moins 150 mètres en partant de ce point-là jusqu'au sol, puis l'accélération gravitationnelle. Mais là, on peut aussi utiliser l'intervalle de temps de 10,7 secondes parce que ça s'appliquait pour ce mouvement-là. Si on prend la même équation, ici on aurait plusieurs options d'équation parce qu'on a 4 valeurs connues, là, mais j'ai pris la même que j'avais pris à gauche. On arrive exactement à la même composante négative de vitesse en arrivant au sol. On peut écrire notre vecteur de vitesse. Ça va être tout. Alors, vous avez des devoirs en fin de semaine. Commencez le bloc 1 de la section 3. Essayez de vous avancer autant que vous pouvez là-dedans parce que à partir de la semaine prochaine, on commence le bloc 2. C'est mouvement parabolique. Au revoir.